Moi, c'est OK, normalement. Oh, salut, ça va? Ah, d'accord. Histologie. Ouais, les deux premiers. Voilà, c'est juste un truc de sciences du QCM. Ok. Donc, je vous présente comme premier Samuel. Samuel A. Roger. Oh. Ah oui, oui. Faut pas le dire, faut pas le dire. Ah, il faut pas le dire. C'est donc un garçon qui passe en M4. Ok, quatrième année de médecine. Tristan, que vous voyez, passe en sixième année de médecine. Vous avez des gens devant vous qui ont pas des genoux, qui ont un peu d'expérience. Donc, Samuel, il va être présent pas mal de fois pendant ce stage-là. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, vous puissiez présentement, si vous en avez besoin dans la pause, etc., ou même à distance, pouvoir lui demander, lui poser des questions, lui demander des conseils, etc. Et il vous suivra durant la semaine de stage. Je vous préviens juste aussi que vendredi, après votre cours, votre dernier cours vendredi, on fera un résumé, une séance un peu globale où on fera un petit bilan ensemble de votre stage, de ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi, et de votre programme de l'été. Okay, je vous dirai exactement qu'est-ce qui sera bien pour vous l'été, de travailler, comment travailler, quel cours travailler. Mais je voulais quand même que vous ayez cette petite expérience d'une semaine pour pouvoir faire ce point-là. On verra. Alors, moi, bien heureusement, j'ai eu un bel événement la semaine dernière, puisque ma femme, elle a accouché d'un petit garçon. Donc, voilà, je vais être un peu mouvant, malheureusement, pour vous. Mais voilà, je suis très, très bien accompagné. Donc, si ce n'est pas moi, il y a d'autres personnes qui sont aussi bien ils sont aussi compétents. OK, on est tout bon? Parti. Juste à lancer l'enregistrement ou ça? Ouais, allez, ça va. Allez. Oh ouais, je veux bien, tout bien. Alors, bon, juste présentation très vite fait. Bien que j'ai une tête d'ado prépubère, je suis un peu plus vieux que vous. Et je rentre en 6e année de médecine l'année prochaine. Donc là, j'ai mon concours pour devenir médecin en octobre. Donc voilà, on ne dirait pas, mais bientôt. Je serai peut-être un peu moins présente du coup pendant l'été parce que faut que je bosse fort. Hein. Voilà, voilà. Donc je m'appelle Tristan, j'ai 23 ans, j'ai passé médecine, enfin moi je suis en médecine du coup. Il y a un petit moment, depuis mon année, les choses ont changé. Donc, moi, c'était la PACES, vous, c'est la PAS, maintenant il y a des LAS, plein de trucs. Sincèrement, toutes ces modalités, je ne les connais pas trop. Moi, juste, j'ai mon expérience d'avant, et ça fait 4 ans que je suis tuteur ici, donc ça fait 4 ans que je vois différents profils, que je fais plusieurs cours, parfois les mêmes, etc. Il y a pas mal de vidéos sur Master Prépa sur YouTube qui sont faites par moi, donc des vidéos de cours qui peuvent vous aider ou quoi. Je vous invite à regarder si vous voulez bosser. Je suis ouvert à plein de questions, c'est-à-dire que oui, je peux vous aider pour les… Alors, il y a une matière que je ne peux pas faire, c'est les maths. Ne me posez aucune question sur les maths, je suis incapable d'y répondre. Voilà, juste ça. Tout le reste, il n'y a aucun problème. Sur des questions de cours, je peux vous répondre. Des questions sur le QCM, je peux vous répondre. Des questions sur la méthodologie que vous voulez adopter, je peux vous aider. Sur les choses à côté, c'est-à-dire que si demain vous faites un burn-out et vous avez besoin de quelqu'un, je suis là pour vous aider aussi, il n'y a pas de souci. Si vous en pouvez plus, si vous avez des conseils, enfin, vous voulez des conseils pour est-ce que je dois faire du sport, est-ce que je dois faire du yoga, est-ce que je dois prendre des compléments alimentaires, enfin bref. Il y a plein de choses qui vont se passer pendant cette année qui est une année compliquée, mais qui est une année, au final, après coup, qui est une très belle année. Vraiment, on grandit énormément, ça fait hyper vieux daron de faire ça, mais c'est vrai, hein, on le sent, l'indépendance, ça. Bref, très belle année, bien que dure, mais mon mot d'ordre, et ça je le dis tout le temps, et c'est pareil, c'est hyper cuculapraline, mais j'ai réussi, je pense, parce que, entre autres, je gardais le smile. Et c'est peut-être con, mais ça fait toute la différence. C'est hyper bâtard de ma part de dire que ceux qui ont pleuré n'ont pas réussi, c'est faux, bien sûr que c'est faux. Mais entre celui qui arrive en première année et qui se dit, bon, je vais réussir, ou alors, au pire, j'ai rien à perdre, et celui qui arrive la première année et qui se dit, non, mais c'est mort, je vais pleurer tous les soirs, je vais appeler mes parents tous les soirs, je vais mourir, je vais prendre 10 kilos, ou alors je vais en perdre 73. Cette mentalité-là fait que ça fera la différence.
Okay, donc même si ça sera dur, il y en a plein qui ont pleuré. J'ai pleuré aussi, hein, ça m'est arrivé parce que c'est long, c'est fastidieux. Mais vraiment, garder le sourire, y croire jusqu'au bout et prendre les bonnes choses en fait qui arrivent à côté, parce qu'on rigole, hein, on n'est pas mort dans sa chambre à réviser toute la journée, on rigole, on voit des gens, on fait des trucs, on devient foufou, mais il faut garder voilà, ces bons côtés, et ce qui fait que vous passerez quand même une bonne année. Moi, sincèrement, même si c'est dur et long, j'en ai très, très, très bons souvenirs, voire mes meilleurs souvenirs pour certains. Donc voilà, c'est une mentalité qu'il faut avoir, et même si je parle comme un vieux, je vous assure que ça fait la différence. Voilà. Donc là, j'en connais quelques-uns, je crois. Qui me connaît? Voilà. Donc, Dan m'a dit de vous faire un cours, enfin un cours du coup des QCM. Donc, c'est des QCM d'entraînement sur les cours d'anatomie que, normalement, vous avez dû bosser. En toute sincérité, qui n'a pas du tout bossé les cours d'anatomie d'aujourd'hui? Ok, tous. Non, donc voilà. Bon, forcément, il m'a dit de faire ça, donc ça sera un peu fastidieux pour vous, c'est normal. Le but alors, pour vous en tout cas, même pour ceux qui ont bossé un peu, hein, c'est impossible de savoir tout par cœur, je dirais. Le but, c'est de voir comment ça se présente un QCM, comment ça fonctionne, où sont les pièges. Et là, on va décortiquer un petit peu. Je fais des petits rappels de cours avec les diapos. Vous avez 2 diapos qui vous ont envoyés. C'est les diapos que j'ai fait il y a un petit moment. Donc, membre thoracique et membre pelvien. Je vous invite à les bosser parce qu'en fait, il y a beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations, il y a un peu de couleurs. C'est un peu plus digeste que d'apprendre sur le cours papier. Donc, pour une première vision, c'est un peu mieux. Dernier truc avant de commencer. J'ai pas envie de vous lâcher super tard, donc je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout des 20 questions. On finira un peu avant, donc c'est tranquille. Dernier truc avant de vous lâcher, le stage de pré-rentrée, en fait, vous payez. À partir du moment où on paye, je trouve que c'est dommage de ne pas bosser. Parce que c'est de l'argent qui est lancé à blanc. Et franchement, les études sont chères. Actuellement, je vous assure que quand vous serez, vous allez tous réussir, quand vous serez en 4e année, que vous allez payer les livres qui coûtent une blinde, là je suis à 1500 € de livres qui sortent de ma poche, ça fait mal. Ok. Donc là, vous payez des écuries, vous payez des machins, des trucs, des logements, vous savez plein de choses à payer. C'est pas rentable. Donc là, vous arrivez en juillet, vraiment, si vous bossez, pas comme des malades, mais que vous bossez un petit peu et que vous donnez l'effort, je vous promets, même si on vous dit un million de fois que vous n'y croyez pas, je vous promets que ça fera la différence. Et vous allez arriver en septembre avec un bagage énorme comparé aux autres qui n'ont pas forcément bossé. Donc vraiment, je vous… Non, ça c'est ostologie. Je sais pas vu. Je vous promets qu'il faut s'y mettre. Pas forcément comme des malades, mais un petit peu tous les jours ou au moins 2 fois, 3 fois dans la semaine. Enfin, voilà. OK? S'il vous plaît, faites un petit effort pour nous, pour tuteur, pour que ce soit un peu plus agréable aussi, hein. Mais surtout pour vous, quoi. Pour que vous arriviez l'année prochaine et que vous soyez on fire. Allez, on y va. Donc, je ne vais pas vous laisser un petit temps pour répondre. On va répondre directement ensemble, vu que vous n'avez pas forcément vu les cours tous. Donc, petit mot sur le cours d'ostéologie, il y en a 2, membre thoracique et membre pelvien. Donc, membre thoracique, en gros, c'est tout ça. Hop, et membre pelvien, c'est de mon bassin jusqu'à mon pied. Et vous avez un squelette axial qui est la tête et la colonne vertébrale, en gros. Donc, c'est 2 cours qui sont faits en, du coup, 8 heures à la fac. Vous avez le cours membre thoracique qui est fait en 2 cours différents, 2 heures, 2 heures, et le cours membre pelvien qui est fait en 2 cours différents, 2 heures, 2 heures. Et avant ça, vous avez un autre cours qui fait les bases de l'anatomie. C'est un petit truc annexe, mais bon, un peu moins important. L'anatomie, c'est une matière qui est hyper intéressante parce que c'est la plus proche, en gros, de la médecine, la santé, la kiné, sage-femme, peu importe ce que vous voulez faire. Mais ce n'est pas forcément simple. Vous avez une partie ostéologie, donc c'est vraiment les os. Et ce qui est dur dans cette partie-là, c'est que c'est beaucoup de descriptions anatomiques où il faut savoir vers où s'orienter, dans quel sens ça va, qu'est-ce qui est latéral, qu'est-ce qui est médial, qu'est-ce qui est truc. C'est un peu plus complexe, alors qu'après, vous avez toutes les matières, enfin, tous les cours d'organes, donc l'appareil respiratoire, l'appareil nerveux, l'appareil circulatoire. Ça, c'est moins de la description pure, c'est plus de la compréhension. Mais du coup, l'ostologie, pour moi, c'est une des parties les plus dures à maîtriser au début de l'anatomie. Donc, je vous invite mon conseil avant de commencer ce QCM et de faire les cours, c'est vu que vous avez le temps, là, vous avez 2 mois pour bosser et que vous avez le temps de faire des trucs un peu à côté et tout, je vous invite à faire ces cours en même temps que de regarder des images, des photos, des vidéos, des logiciels qui vous montrent des 3D, des trucs en couleur. Ça sera beaucoup plus parlant et vous aurez déjà, en fait, un visuel mieux que des schémas noir et blanc hyper mal faits dans le body. OK? Parce qu'après, vous n'aurez plus trop le temps d'acheter sur YouTube des vidéos super intéressantes qui durent 3 heures. Alors,
cet os-là, est-ce que quelqu'un sait lequel c'est? Ouais. Alors, je suis jeune, j'ai limite votre âge, donc aucun souci, vous ne soyez pas gêné pour parler, mais j'avoue que si vous pouvez parler, n'hésitez pas, c'est toujours un peu plus sympa. Donc, c'est l'os coxal, très bien. C'est l'os du bassin, en gros. Cet os-là, il est décomposé en 3 parties. Hop, je vais faire des petits allers-retours à chaque fois sur les cours. Hein. Voilà, en couleur, ça donne ça. Un ouvrage qui est extrêmement bien fait. Ne l'achetez pas, je pense, c'est pas trop utile, mais je crois que Dan a un PDF en entier avec les 1000 pages là. C'est le Néther, c'est un atlas qui montre tout le corps en fait. Et du coup, ça vient de là. Et c'est hyper bien fait. Il y a beaucoup trop de détails par rapport au cours que vous devez apprendre. Hein, mais voilà. Donc, c'est 3 parties. On a une partie en haut en jaune qui est l'ilium. Vous avez je l'ai envoyé sur WhatsApp, ça, si vous voulez sur le téléphone en même temps. L'ilium en jaune. En bleu, c'est l'ischyum. Et en rouge, c'est le pubis. C'est la partie qui va vers les organes génitaux. En gros. Donc, l'os coxal, c'est 3 parties. Donc, cet os est le seul à composer la ceinture pelvienne. Alors, ce qui va arriver dans ces 2 cours d'ossologie, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui se font écho. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont pour le membre thoracique, qui sont les mêmes, en fait, pratiquement pour le membre pelvien. Sauf qu'il y a des différences. Et c'est ça qui peut vous piéger. Donc, l'os coxal, c'est bien le seul os à composer la ceinture pelvienne. Qu'est-ce que c'est une ceinture au niveau anatomique? C'est ce qui fait la liaison entre votre squelette axial, donc pour le coup, surtout la colonne vertébrale, dans le dos, c'est ce qui relie la colonne vertébrale et vos membres. Donc la ceinture thoracique, c'est ce qui relie votre rachis, colonne vertébrale, à votre bras. On le verra après, mais cette ceinture thoracique, pour le membre thoracique, c'est 2 os. La clavicule, en avant, et très bien la scapula omoplate en arrière. Alors que pour le membre pelvien, on a un seul os qui relie ce rachis à la jambe, en fait, c'est l'os coxal. D'accord? Première différence qui tombe beaucoup. Ceinture pelvienne, un os coxal. Ceinture thoracique, 2 os. Clavicule plus scapula. Petit point, dans le cours, et même dans la vraie vie, hein, il y a souvent plusieurs nomenclatures au niveau des noms. Donc, il y a des noms qui sont conventionnels et d'autres qui le sont moins. Par exemple, la scapula omoplate. Nous, on dit l'omoplate, mais le vrai nom, c'est scapula. Donc, il faut toujours connaître un peu les 2 noms. Normalement, le jour du concours, on vous met que les noms officiels. Donc, ça serait scapula pour le coup. Mais il faut savoir les 2 noms. Il y a pareil, un qui est connu, c'est fibula. La fibula, en fait, on l'appelle le péroné. Plus de gens connaissent le mot péroné que fibula. Voilà, ça c'est un petit point. 9 est un relief palpable convexe vers le haut qui s'étend de l'EIAS en 1 à l'EIPS en 13. Donc, quand vous avez un schéma d'anatomie, là on est au tout début, vous avez pas les cours et tout, c'est compliqué, c'est normal. Mais la première chose à faire, avant même de lire ça, c'est de savoir de quel os on parle, évidemment, mais surtout et surtout, dans quel sens on le regarde. Okay. Sur les schémas, dans votre cours, vous avez souvent 2 flèches comme ça. Et vous dites ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ça c'est le haut, etc. Mais le jour du concours, vous n'aurez pas ça. C'est à vous de savoir dans quel sens on est. Donc là, quand on voit l'os coxal, il faut savoir est-ce que c'est l'os coxal droit, est-ce que c'est le gauche, est-ce que là c'est l'avant, est-ce que là c'est l'arrière, est-ce que là c'est le bas. Si vous ne savez pas ça, et ben, les QCM peuvent vous piéger et vous faire perdre énormément de temps. Donc au début, forcément, je vais vous dire c'est quoi les orientations, parce que vous les connaissez sûrement pas, je pense. Mais au fur et à mesure, il faut que vous ayez alors, soit il y a 2 types de choses. Soit vous allez avoir de la mémoire hyper visuelle. Vous allez apprendre tellement par cœur, ce qui est un peu triste, mais c'est le but de la première année, c'est du par cœur, du bachotage. Hein. Soit vous allez apprendre direct par cœur, vous allez dire, OK, je flash photographie, je sais que c'est l'os coxal droit, machin, vue latérale et tout. Soit vous allez avoir des petits repères sur l'os qui vont vous dire, ah oui, je me souviens que ça, c'était vers l'avant, vu que ça revient le pubis, machin. Donc, si c'est là, ça veut dire que, vous voyez, et il faut raisonner comme ça. Et les 2 peuvent raisonner ensemble, à la fois photographie et à la fois un peu analytique. Par exemple, quand je vois ça, moi, je sais que ça, c'est l'acétabulum qui s'articule avec le fémur. Et du coup, le fémur, c'est l'os de la cuisse ici. Donc, l'os coxal est ici. La cuisse est là. L'acétabulum, c'est ce machin-là. Du coup, est-ce qu'il est sur la face latérale? Bon, on va faire un point sur ça, mais face latérale, c'est celle que je regarde par là, ok, sur le côté, alors que la face médiale, celle qui est là, c'est la face en dedans. C'est la face qui regarde par là. Face latérale par là, face médiale par là. Vu que l'acétabulum s'articule avec le fémur, il est latéral.
Donc, je sais que cette face, c'est la face latérale. Et après, je sais que ça, par exemple, c'est la tubérosité ischiotique. C'est un gros relief sur lequel vous êtes tous assis. On est tous assis sur notre tubérosité ischiotique. Donc, je sais que ça, c'est l'arrière. C'est pas l'avant. D'accord. Donc, voilà, c'est des petits repères. Je vais vous montrer comment on raisonne, mais il y a plein de petits repères comme ça qu'une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez appris forcément, vous pourrez un peu vous repérer. Donc, avant de commencer encore, je vous dis plein de trucs parce que du coup, vous n'avez pas vu. Donc, il faut rebrasser plein de choses, mais ce qui est important, c'est les petits mots d'orientation, il faut les connaître par. Donc, la position conventionnelle en anatomie, quand on analyse des os, des individus ou quoi, il y a une position qui est celle-ci. Vous imaginez un squelette, ok, je suis à peu près aussi gros qu'un squelette, donc tout va bien. Comme ça, les paumes vers l'avant, les pouces vers l'extérieur, c'est les deux pieds joints, regard face, ouais, comme ça, quoi. Et c'est à partir de cette position-là qu'on va dire qu'est-ce qui est latéral, qu'est-ce qui est médial, qu'est-ce qui est en dedans, qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui est à gauche. Okay. Toujours, il faut imaginer le truc comme ça. Et du coup, les mots à connaître, c'est, par exemple, l'avant-bras, on a deux os. Voilà. Bon. On va partir de ça. Là, si je démarre de là, l'os au niveau de tout le bras, donc bras, avant-bras et tout. Qu'est-ce qui est plus proximal que distal? Eh bien, l'épaule est plus proximale. Elle est plus proche de mon centre axial. Alors que mes doigts sont plus distaux. Okay. L'os qui est ici est plus proximal que l'os qui est ici aussi. Okay. Il faut toujours raisonner comme ça. Si la position c'était celle-ci, ça changerait peut-être. Si la position c'était celle-ci, ça changerait peut-être. Donc toujours on réfléchit comme ça. Donc il y a toujours proximal, distal. Un autre truc, c'est le plus chiant, c'est le latéral médial. Au niveau de l'avant-bras, on a deux os, le radius et l'ulna. Un ici, un ici. L'os radial, le radius, c'est l'os latéral. Par rapport à mon centre axial, il est plus loin. Il est plus latéral. Et un synonyme de latéral, c'est en dehors. D'accord? Alors que l'ulna, il est plus médial. Et du coup, un synonyme, c'est il est plus en dedans. Si on vous dit l'os machin et l'os en dedans, c'est pareil que médial. L'os machin latéral, c'est pareil que en dehors. OK? Proximal distal, latéral médial. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les plans. Mince, enlève-toi. Enlève-toi. Comment on fait? Hop. Plan, anatomie. Il fait super chaud ici. Voilà, un dernier truc à savoir, c'est ça. Ça, c'est dans le premier cours que vous aurez au début de la fac. C'est les différents plans dans lesquels on coupe quelqu'un. Donc, position conventionnelle, vous voyez, le monsieur là, il est pareil, il est comme ça, comme ça, comme ça. On a 3 plans à connaître. Enfin, 4, il y en a un qui va représenter. On a le plan transverse, c'est quand on coupe la personne en saucisson. Donc, le plan, on coupe dans un sens, mais on regarde dans le sens qui est perpendiculaire. Donc, si on coupe transversalement, en fait, on va regarder comme ça, soit par en bas, soit par en haut. Le plan sagittal, c'est celui qui nous coupe en deux faces comme ça. Donc, on va regarder de côté. En gros, plan sagittal égale vue de profil. Plan transverse, on regarde par en bas ou par en haut. Et le plan coronal, c'est un plan frontal. Donc, plan frontal, c'est un plan qui vous coupe comme ça. Et on regarde de face. Il y a plusieurs plans frontaux, vous pouvez couper là, 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 bref. Il y en a un particulier qui passe par le vertex, qui est le centre de votre centre de symétrie, en fait. C'est le plan coronal. C'est un plan frontal et particulier. Voilà. Okay. Et pour vous montrer un exemple de plan transverse, un truc que vous avez sûrement vu une fois dans votre vie, en fait, c'est ce qu'on retrouve typiquement dans un scanner. Ah, peut-être pas. Scanner radio. Non, mais je vais y arriver. Scanner anatomie. Oui, anatomie médicale, hop, 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 transverse. Oh putain, mais c'est pas possible. Scanner abdominal. Voilà. Exemple. Là, en fait, c'est quoi? C'est une vue scanner en coupe transverse. On a coupé la personne en saucisson comme ça. Et on regarde par où? Donc, la convention, ça va toujours par le bas. En fait, là, c'est la vertèbre. C'est un monsieur qui est une madame qui est allongé. Et on regarde par en bas. Et on voit quoi? On voit le foie et compagnie. Ok, ça, c'est un point transverse. Et le scanner, ça se fait comme ça, souvent. Mais il peut aussi se faire en sagittal
ou frontale ou quoi que ce soit. Mais souvent, c'est ce sens-là qu'on voit. OK, du coup, on revient sur tout ça. Désolé, je vous ai embrouillé un peu. Donc, 9, qu'est-ce que c'est, ce machin? C'est la crête iliaque, parce qu'elle est sur l'os iliaque, on l'appelle l'os comme ça. C'est un relief palpable. Effectivement, c'est un relief que si vous... Alors, dans l'anatomie, souvent, on vous dit c'est palpable, ou c'est sous-cutané, ou il y a plein de trucs, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a toujours des variations interindividuelles, c'est-à-dire que chacun est comme il est, donc il y a un peu des différences et tout. Pareil, il y a le facteur qui fait que les gens qui sont forcément avec une très grosse obésité ou une maigreur importante, ça sera différent, mais de manière générale, c'est un os qui est palpable. Si vous touchez, vous pouvez sentir la crête tout le long de votre os coxal. Convexe. Ça tombe souvent. Convexe et concave. Il faut savoir ce que c'est. Ça paraît con, mais on reverra après un truc à proposition. Je vais bien prendre cet exemple. Donc, quelque chose qui est convexe, c'est quelque chose qui bombe. Quelque chose qui est concave, c'est quelque chose qui creuse. Là, si on prend ça, juste ce truc-là. Okay. Vous voyez que ça bombe ici. C'est bombé. Est-ce que tout le monde le voit? Ou est-ce que quelqu'un ne voit pas du tout? Ça va? C'est léger, là, hein, mais vous voyez bien que c'est bombé. Alors que là, du coup, c'est plus creux. Donc là, c'est convexe. Là, c'est concave. OK. Et ce qui est chiant dans l'anatomie, c'est qu'il faut savoir dans quel sens ça allait. Et en fait, comment on fait ça? C'est bien pareil. Imaginez sa position conventionnelle. Hein, et on regarde, est-ce que c'est convexe en avant ou est-ce que c'est convexe en arrière? Est-ce que c'est concave en avant ou est-ce que c'est concave en arrière? Comment on sait ça? Donc, position conventionnelle, je m'appelle Tristan, je suis là, je suis comme ça. D'accord? Imaginons que j'ai un os qui est comme ça, là. Il va être convexe vers l'avant. Parce que là, le bombement se fait vers l'avant. Et convexe en avant, c'est concave en arrière. C'est exactement la même chose. Donc, si dans un QCM, on vous met l'inverse du texte, mais qu'en fait, c'est exactement pareil, c'est bon. OK? Quelque chose de convexe en arrière sera concave en avant. Si je vous mets ça, là, c'est concave vers l'avant. OK? Là, c'est un peu plus simple, c'était en haut ou en bas. Et bien, du coup, la crête iliaque, c'est tout ça. Elle est bien convexe vers le haut. Et du coup, elle est concave vers le bas. OK. Et ça s'étend de E, I, A, S. Quelqu'un sait ce que c'est? L'épine iliaque antéro-supérieure. Très bien. C'est ces deux points-là. On a l'épine iliaque antéro-supérieure et l'épine iliaque postéro-supérieure. Donc ça pareil, c'est du par cœur, mais souvent en anatomie, vous aurez des noms qui se raccordent en fait à la position des choses. Donc, il faut savoir que c'est les épines, OK. Il faut savoir que c'est iliaque parce qu'on est sur la partie iliaque de l'os, OK. Mais après, le reste se retrouve. Si on sait que là, c'est l'avant, ben là, on a bien l'épine iliaque antérieure, et c'est bien en haut, donc antéro-supérieur. Inversement, postéro-supérieur. OK? Très bien. 16, ça là, c'est la grande échancrure ischiotique. Ouais. Alors que celle-là, c'est la petite échancrure ischiotique. Donc, exemple de ce qui est important en anatomie, c'est que vous pouvez, alors avec modération, vous pouvez colorier vos schémas et les annoter complètement. C'est très bien, parce que quand vous coloriez, bah, c'est plus visuel, ça vous permet de voir plus de choses, faire des notations et tout. Mais il y a des personnes qui ont sûrement fait art plastique et art contemporain, je ne sais pas, mais qui passent des heures et des heures à mettre plein d'annotations, à faire plein de couleurs, à faire des dégradés hyper beaux. Alors c'est magnifique, mais tu as perdu 10 heures. Donc moi, je vous conseille, quand vous aurez les polis, effectivement, si vous voulez faire plus de visuel, colorier, faire des notations, ça aide énormément. Il ne faut pas trop surcharger non plus, il ne faut pas faire trop de tension. C'est pas une compétition de savoir qui aura le poli le plus joli. Par contre, des repères qui sont intéressants à mettre, c'est des petites choses qui ne sont pas notées par exemple dans le cours. Exemple ici, la grande échancrure ischiotique et petite échancrure ischiotique. Pourquoi ischia? Parce qu'en fait, c'est du côté de l'ischium. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Ben, il passe le nerf sciatique. Et le nerf sciatique, c'est un nerf qui est postérieur. Et il y a beaucoup de gens qui se perdent le nerf sciatique. C'est une douleur du coup qui irradie tout le long de la jambe. Ça fait une décharge électrique en postérieur.
Ou si on sait que le nerf sciatique est postérieur, on sait que les échelons sciatiques sont postérieurs. Donc, ça ne coûte rien de mettre un petit trait. Alors, souvent, on met les nerfs en jaune dans la grille, comme vous voulez. Mettre un petit trait qui est un petit nerf, vous mettez un nerf sciatique. Donc, vous savez, là c'est sciatique. 20 est la branche de l'ilium. C'est ici, 23. Hop. Non, oui. Donc là, attention, non. Ilium, ischium, pubis. Donc c'est la branche de l'ischion ou ischium. 25 est une surface articulaire avec le fémur. On est sur l'acétabulum. Et 25, ça montre le truc au milieu. Alors, un dogme en anatomie, c'est que tout ce qui est articulaire va être recouvert de cartilage hyalin. Vous verrez, vous avez les cours d'anatomie, au début on parle de ça, et vous aurez les cours en histologie qui vous parlent des os, des cartilages, vous apprendrez plus que là. Mais en gros, tout ce qui est articulaire va être recouvert de cartilage hyalin qui permet en fait un emboîtement et un glissement des articulations. Tout ce qui n'est pas articulaire n'a pas de cartilage hyalin. L'acétabulum, c'est ce petit relief là sur l'os coxal. Donc là, on est sur une vue latérale, vu qu'on a l'acétabulum, alors que là, c'est une vue médiale. D'accord ? L'acétabulum, en fait, cette partie-là, qui fait un croissant de lune, là, qu'on appelle d'ailleurs la surface semi-lunaire, en fait, elle est au-dessus. Alors que la partie ici en rond, elle est un peu plus creusée. Et du coup, comme le fémur, il a une grosse boule là, ok, il va se mettre dessus, mais il va d'abord toucher que ça. Il ne va pas toucher la fosse de l'acétabulum, qui est plus creusée. Et du coup, la seule surface qui est réellement articulaire, c'est la surface semi-lunaire. Et pas la fosse, ici, qui n'est pas recouverte de cartilage hyalin en conséquence. D'accord ? Donc voilà. Souvent, il y a des pièges comme ça, où on vous montre un truc, vous avez tendance à dire « Ah bah oui, c'est vrai, parce que ça fait partie du complexe et compagnie », mais non, on vous montre un truc précis. Et du coup, le piège est là-dedans. Allez, on continue. Alors, concernant cet os, est-ce que vous savez c'est quel os? Le fémur. Très bien. Vous savez, c'est le fémur droit ou le fémur gauche? C'est le fémur droit. Alors, comme je disais tout à l'heure, je crois ne pas me tromper, mais il me semble que tous les os qui sont entrés dans les schémas, c'est toujours celui de droit qu'on vous montre, par convention. Je crois. À vérifier, mais il me semble. Et du coup, on ne vous mettra jamais en concours, même en jury, vous n'aurez jamais un changement. Vous mettez toujours ce qui est dans le poli. Vous aurez toujours un truc droit et pas gauche, par exemple. Mais bon, on ne sait jamais. Fémur droit, du coup, c'est vrai. Il est oblique, donc il n'est pas vertical, il n'est pas horizontal, il est de travers. Oblique en bas et en dedans. Là qu'on entre dans le truc, ça c'est le haut, c'est le bas? C'est le haut. C'est le haut. Et ça s'articule avec quoi, du coup? L'acétabulum. Ouais, et quelle partie? L'os. Ouais, mais l'acétabulum, quelle partie de l'acétabulum? La surface lunaire. La surface lunaire. Très bien. Donc ça, c'est proximal. Ça, c'est distal. Du coup, c'est le fémur droit. Donc là, il y a la tête du bonhomme. Hop, ici, il a le fémur qui est ici. Le truc, il est orienté comme ça. Il est orienté comme ça. Donc, il va bien vers le bas. Et il va bien en dedans. Si on avait mis, il est orienté en bas et médialement, même si c'est pas très joli au niveau orthographe, quoi, vocabulaire, ça aurait été bon. D'accord? Donc, c'est bien en bas et vers le dedans. Sur sa face postérieure, on retrouve une ligne A qui se trifurque avec l'extrémité distale et se bifurque avec l'extrémité proximale. Alors, on arrive sur un point important de votre future année. Donc ça, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Ça, c'est le schéma de votre... Vous voulez éteindre ou vous voulez qu'on laisse la lumière? Qui veut éteindre, levez la main. Qui veut dormir? Bande de menteurs. Vous avez le droit de dormir. Hein. Vous ne voudrez pas, c'est pas tout seul, je crois. Bien sûr. Bon, si on n'a plus de 3 qui dorment, je rallume. Donc faites gaffe, soyez solidaires. Du coup, là, en gros, ça c'est une face antérieure. Ok. Et là, c'est une face postérieure.
on a effectivement un truc bizarre là, c'est une ligne, on appelle ça la ligne âpre, bon, soit. En fait, il y a 3 petits bouts qui partent en haut. Elle se trifurque à l'extrémité proximale et elle se bifurque, il n'y a que 2 traits à l'extrémité distale. J'arrive, oh, ça commence à bailler déjà. J'arrive sur un point. En votre première année, là, ce qui va vous aider quand même pas mal, ce que vous verrez souvent, c'est les moyens mnémotechniques. Franchement, c'est hyper utile. Il faut que vous en fassiez, ça aide de fou. Et moi, ce que je vous conseille, c'est soit d'avoir des amis qui font santé avec vous, soit de faire des amis qui font médecine avec vous. Et en fait, c'est de prendre le maximum de moyens mnémotechniques, de demander, de les échanger, parce que plus vous échangez dessus, plus les moyens sont cons, plus ça marche. Parce que quand les moyens sont pas très fun, souvent on oublie. Mais plus ils sont cons, plus ça marche. Et plus vous échangez, plus ça vous marque en fait. Donc les écuries, voilà, allez-y, soyez là. Les tuteurs ils vous donnent des moyens mnémotechniques. Il y en a, ça marche pour vous, il y en a, ça marchera pas, mais ça permet toujours d'avoir des petits trucs. Donc moi, par exemple, comment je retenais, c'était que à l'extrémité proximale, 3 syllabes, la ligne âpre se trifurque. Okay. Alors qu'à l'extrémité distale, 2 syllabes, elle se bi comme 2, furque. Ok. Voilà, c'est des petits trucs qui en fait paraissent tout cons, mais si vous faites ça une fois, même si vous avez oublié le jour du concours, vous repensez à ce petit truc de Tristan et c'est bon, vous aurez le point. Donc voilà, la ligne âpre, c'est ce petit relief. Dans le plan frontal, donc le plan frontal, on a dit quoi? C'est le plan qui est comme ça. On regarde de face. Ok. Cet os présente une courbure à concavité postérieure. Alors, si on regarde dans le plan frontal, bah, du coup, celui-là, on ne voit pas là si c'est concave ou convexe. On ne voit pas si ça bombe ou si ça creuse. Donc, en fait, c'est faux. Déjà, d'avance, vous savez en voyant ça que c'est faux. Par contre, ça aurait été vrai si on avait dit dans le plan sagittal, qui est le plan de profil, parce que, alors, c'est minimum, c'est des schémas qui sont faits, ben voilà, c'est des représentations, donc en vrai, c'est différent, mais dans le plan sagittal, vu de profil, donc en fait, vous regardez la jambe comme ça, d'accord? Comme ça en médial, ou comme ça en latéral, hein, d'accord? Mais c'est la vue sagittale, vue de profil. On voit en fait que l'os, il bombe un peu vers l'avant. C'est très léger, mais il bombe un peu vers l'avant. Du coup, s'il bombe vers l'avant, il est convexe et il y a une concavité qui est postérieure. Pourquoi il est comme ça? Parce que le fémur, c'est un gros os qui reçoit une grosse masse sur lui. Du coup, il faut qu'il soit bombé pour soutenir les charges. S'il était droit, en fait, il casserait trop facilement. Et cette ligne âpre qui est derrière, c'est un relief qui permet de renforcer la concavité et du coup de renforcer la résistance aux impacts, enfin, aux charges portées. Voilà. Alors, celle-là, c'est du par cœur, donc c'est un peu nul, mais pour vous dire encore cette analogie entre les 2 cours, hyper important, il faut le retenir vraiment, ça tombe très souvent, c'est que cet os-là, il fait écho à l'humérus au niveau du bras. L'humérus, là. Okay. Et en fait, la tête fémorale, qui s'articule avec la stabulum, au niveau du fémur, sa dimension, en fait, c'est les 2 tiers, ça sert à rien, c'est de la merde, c'est les 2 tiers d'une sphère de 25 mm de rayon. Pourquoi j'ai mis ce système-là? Parce que du coup, au niveau de l'humérus, la tête humérale, qu'on verra après, eh ben, elle, c'est les 1 tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. Okay, donc voilà, ça c'est typiquement le piège qui peut vous induire en erreur. Au niveau du l'humérus, c'est 1 tiers de 30 mm. Au niveau du fémur, c'est 2 tiers de 25 mm. Ça sert à rien, c'est de la merde, tout le monde s'en fout, mais c'est pour la sélection. J'ai dit un truc, j'ai oublié. Oui, pas trop en anatomie, mais ça reviendra en UE3. Faites attention au piège d'unité. Ça tombe souvent, et en fait, c'est trop dommage de faire des points sur ça. Par exemple, j'aurais pu vous mettre 2 tiers d'une sphère de 30 cm de rayon. Ce n'est pas possible. D'accord? Vous savez tous ce que c'est un rayon? Voilà. 30 cm de rayon, vous vous rendez compte que ça serait énorme. D'accord? Donc, si vous voyez ça, vous ne dites pas, ah, je vous assure, ce n'est pas pour me moquer, loin de là. Mais il y a des étudiants qui sont en mode, ouais, mais du coup, 30 cm, je crois que c'était millimètres dans le cours, mais je ne sais plus, c'est 30. Ben non, mais après, je réfléchis 2 secondes. Il n'est pas possible que ta tête humérale soit comme ça. OK? Voilà, donc il ne faut pas être trop débile et pas trop être en mode, ah, qu'est-ce qu'elle écrit déjà dans la partie 2 du cours numéro 4? Non, non, on réfléchit un minimum. 30 mm de rayon. Et un autre piège qui est un peu plus subtil, mais c'était les gens qui mettent diamètre à la place de rayon.
Bon, là, c'est plus subtil. Mais quand même. Voilà, restez quand même critique avec vous-même. Et en face de 9, on retrouve les ligaments croisés du genou. 9, c'était là. C'est la trochlée du fémur qui va s'articuler avec la rotule. La rotule qu'on appelle en fait, en vrai, la patella. Pareil, ça c'est le genre d'item. Alors, c'est pas donné à tout le monde, bien sûr. Chacun a sa propre culture, mais on peut le trouver sans avoir forcément vu les cours. En fait, les ligaments croisés du genou, c'est des ligaments que se font tous les sportifs, notamment ski et foot. En fait, c'est des ligaments qui sont postérieurs. Donc, on se fait les croisés, on se rompt les ligaments qui sont postérieurs au genou. Donc, vu que là, on est sur une face antérieure, il faut se dire que non, simplement non. Effectivement, les ligaments croisés sont dans la fosse intercondylaire qui est postérieure. Tout le monde dit à quoi ça ressemble. Où c'est schématiquement. Voilà, là, on le voit, c'est représenté ici. En noir, là, en fait, là, il y a un creux où il y a les ligaments qui passent. On le voit un peu mieux sur ce schéma qui est plus réaliste. Voilà. La trochlée est là sur la face antérieure. Et là, on a vraiment une concavité, du coup, où passent les ligaments croisés. Voilà. Des fois, je vous assure que l'anatomie, c'est une des matières pour lesquelles, si vous n'avez vu aucun cours de votre vie, on peut avoir des points. Il y a des questions qui sont logiques. À titre d'exemple, je dis tout le temps ça. Il y a eu une année où il y avait une question sur le bassin, une planche de votre schéma, hein, et il y avait le pénis qui était représenté. Et en fait, il y avait écrit, est-ce que c'est la vulve? Bon, c'est le genre de question, normalement, vous avez le point. Vous voyez, c'était voyant que c'était un pénis. Donc voilà, il y a des questions comme ça, des fois, qui sont évidentes, et je trouve qu'on peut s'en sortir. Alors, est-ce que vous savez quel est cet os? Un peu plus dur. C'est le tibia, très bien. C'est un os de la jambe, du coup, et pas un os de la cuisse. On décompose cuisse et jambe en anatomie. Hein. C'est comme ici, on le reverra après, mais on décompose bras et avant-bras. C'est deux choses différentes. C'est l'os latéral de la jambe. Alors, le tibia, du coup, il faut savoir s'il est là ou s'il est là. Le tibia est en dedans, donc c'est l'os médial. Ou l'os en dedans. Alors, son axe décrit avec le fémur, donc imaginez que le fémur est posé dessus. Un angle obtus ouvert en dedans, mais ce dedans en dehors, ça revient tout le temps, vraiment. En dedans, de 175 degrés, c'est le valgus physiologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vous montre avec un schéma. Je crois que je l'ai dessiné quelque part. Non, plus haut. Je l'ai pas fait? Ah non, je croyais. Bref. Non, mais je vous mets directement. Ouais. Hop. Donc, l'angle du tibia. Vous voyez bien que c'est l'os qui est du coup en dedans. Là, c'est l'os qui est en dehors. L'os du tibia avec l'os du fémur, ça fait un angle, hop, hop, de 175 degrés. En fait, c'est un angle, il n'y a presque pas d'angle, l'angle plat, c'est 180. Donc, un angle de 175 degrés ouvert en dehors. Pareil, en fait, cet angle qui est comme ça, il est ouvert vers le dehors. D'accord? Et c'est un angle obtus et pas aigu. Vous savez, les angles aigus, les angles obtus, c'est le point. Voilà. De manière normale, on a normalement tous plutôt un morphotype comme ça, avec cet angle-là. Mais il est vrai qu'il y a, selon les études et les rapports, les hommes sont plus en génu varus ou varum, varum, comme vous voulez, c'est la même compagnie là. Donc c'est un angle qui est différent, où l'angle pour le coup est ouvert en dedans. Okay. Alors que chez les femmes, elles ont plus un génu valgus ou génu valgum, avec un angle qui est beaucoup plus prononcé. Ça, c'est dû à quoi? Notamment, alors il y a la croissance de chacun qui est différente. Et chez les femmes, on appelle ça génu valgus parce que les femmes, par rapport à la nature qui est bien faite, elles ont des hanches plus proéminentes par rapport au bassin qui est plus proéminent. Pourquoi? Pour accueillir le fœtus, l'enfant et compagnie. Et du coup, ce qui fait que ces contraintes au niveau des hanches donnent une contrainte au niveau des fémurs, qui fait qu'ils sont plus rentrés vers l'intérieur pour compenser l'écart au niveau des hanches.
Bref. Voilà. Donc ça, c'est tout le monde est soit normal, tout le monde a soit un petit varus, soit un petit valgus, mais par contre, quand vous avez un valgus qui est trop prononcé comme ça, ou un varus qui est trop prononcé comme ça, bah, vous avez ce face-là, en fait, vous avez un arthrose et des problèmes orthopédiques. Alors, sur 10, donc pareil, sur 10, 10 c'était ça. C'est la ligne solaire. Donc, tout bête, si vous savez que c'est la ligne solaire, bon, là c'est par cœur, hein, et ben vous savez que qu'est-ce qui s'insère dessus? Le muscle solaire. Le piège était surtout sur est-ce que c'est oblique en bas et en dedans? Ben là, pareil, vous avez un schéma, on s'arrête 2 secondes, on devine quel est cet os. C'est le tibia. OK. Ensuite, je regarde est-ce que c'est une vue de devant, une vue de derrière, est-ce que c'est latéral, est-ce que c'est médial? Hop, là j'avais laissé la flèche, qui disait que c'était latéral. Donc là, c'est latéral. On sait que c'est l'os médial. D'accord. Donc là, c'est en haut, ça va vers le bas. Et si là, c'est latéral, là, c'est médial, c'est en dedans, donc ça va bien en bas et en dedans. OK. 1 et 2, c'est les surfaces glénoïdales qui vont se mettre avec les condyles fémoraux. Articulation, qui dit articulation, dit cartilage hyalin. Donc oui, il y a du cartilage hyalin sur les surfaces glénoïdales. Et 9 est la facette fibulaire. Donc, facette fibulaire, fibulaire pour fibula, ou péroné, comme vous voulez. Donc, ça s'articule avec la fibula. Et où est-ce qu'elle est? Vers l'arrière et vers le dehors. Latéral. Est-ce que c'est bien dans le latéral? Oui. Est-ce que c'est en arrière? Là, pareil, c'est un truc qu'on ne voit pas forcément sur les schémas du colis. Donc, je vous invite à regarder des modélisations 3D ou quoi. Effectivement, la fibula est un peu plus en arrière que le tibia. Donc, c'est pour ça que ça regarde vers l'arrière. Sinon, vous aurez une fibula qui serait un peu trop devant. Quel est cet os, du coup? On a fait coxal, voilà, coxal, fémur, tibia, fibula, qui est du coup l'os latéral de la jambe. Hyper important le premier, ça tombe tout le temps. Cet os ne participe pas à l'articulation du genou. Ça tombe tout le temps. Oui, je l'ai mis en gros comme ça, là. En gros, l'articulation du genou est là. L'articulation du genou, c'est quoi? C'est le fémur avec le tibia et la patella qui est sur le tibia. La fibula, elle est au niveau du genou, c'est vrai, mais en fait, elle n'a aucun impact sur le mouvement de genou. Quand je fais ça, la fibula, elle ne bouge pas. Elle est juste solidaire au tibia, donc elle suit le tibia. Mais s'il y a un problème à la fibula, je pourrais toujours faire ça. Il n'y aura aucun problème. Bon, ça, si j'ai trop mal ou je ne sais pas quoi, mais... D'accord? Donc, elle ne participe pas à l'articulation du genou. Ensuite, son bord interosseux et son bord médial. Donc, le bord interosseux, on en parle dans 2 endroits. On en parle au niveau de la jambe, parce qu'on a 2 os. Donc, il faut qu'il y ait un bord qui est entre les 2 os, interosseux. Et on en parle au niveau de l'avant-bras, parce qu'également, on a 2 os, l'ulna et le radius. Donc, pareil, il faut savoir quel est le bord, enfin, quel est l'os qui est latéral, quel est l'os qui est médial. Et quand on sait ça, ben, on sait quel est le bord qui est entre les 2. Donc, vu que la fibula, c'est l'os latéral, son bord médial, c'est bien le bord interosseux. Donc, je reviens sur le schéma. Là, voilà, peut-être. Voilà. Ici, la fibula, le tibia, latéral, médial. Le bord latéral de la fibula, bah, il est au niveau latéral, ok. Et le bord médial, bah, effectivement, c'est bien le bord qui répond au tibia. Donc, c'est le bord médial qui est interosseux. D'accord. La E, c'était péroné, effectivement, oui, on l'appelle aussi péroné. La D, effectivement, alors là, on appelle ça la malléole. Malléole, c'est ce que vous retrouvez en bas, là. C'est les 2 trucs prééminents au niveau de la cheville. La malléole fibulaire est plus basse et volumineuse, ça c'est vrai. Bon, voilà, c'est du par cœur. Et je ne reviens pas dessus, c'est du par cœur aussi, là. Hop, 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 hop. Alors, ça, c'est le pied. Est-ce que c'est le pied droit ou le pied gauche? C'est le pied droit, effectivement. Là, on a le pouce ou pied. Donc, gros piège qui tombe tout le temps et on tombe sans dedans alors que c'est tout con. Au niveau de la main,
La main et le pied, vous allez voir, ça fait écho, c'est relativement pareil. Il y a plein de trucs qui se font écho. Mais il y a un truc, c'est la même chose, mais qui change au niveau de la syntaxe, c'est le tarse et le carpe. Au niveau de la main, les os du poignet, on appelle ça le carpe. Au niveau du pied, on appelle ça le tarse. Et du coup, les os avant les phalanges, au niveau du pied, on appelle ça les métatarsiens, et au niveau de la main, on appelle ça les métacarpiens. Donc faites juste attention. Il y a un C ou un T, ça peut fausser la question. Donc là, tarse, on est bien au niveau du pied, c'est bon, se décompose et pas se décompense. En tarse antérieur et en tarse postérieur. Alors, en gros, il faut prendre ce schéma, vous tracez un trait ici, hop, comme ça, et vous avez tout ça là, c'est le tarse, et bien à partir de ce trait-là, ça c'est postérieur, ça c'est antérieur. Au niveau antérieur, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5 os. Ça, après, c'est les métatarsiens et les phalanges, ça compte plus, c'est que dans le tarse. Donc, on a 5 os au niveau antérieur. Et ici, on a un os qui est en deux parties, avec un corps et une tête, en gros, et un deuxième os en bas, qui est en fait l'os qui touche le sol, calcaneus. Donc, tarse, c'est bien 5 antérieurs, 2 postérieurs. 10 est l'os naviculaire. Le pied, c'est pas le plus simple en vrai au niveau secours, mais en tout cas, à mon époque, il n'y avait pas trop de questions qui tapaient dans les coins, qui étaient un peu compliquées, ça restait assez basique. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est juste Enfin, il faut tout savoir, de manière générale. Mais ce qui tombe beaucoup, c'est vraiment les noms des os sur le pied, quoi. Donc ça c'est le par cœur. Donc, ça, c'est pas le naviculaire, c'est le cuboïde, parce qu'en fait, il a un peu une forme de carré, c'est très vulgaire, mais voilà. Lui, qui est longiligne, c'est le naviculaire. Et devant le naviculaire, qui prolonge le naviculaire, on a les cunéiformes. Comme on est sur un pied droit, là c'est médial. Donc on a le cunéiforme médial, cunéiforme intermédiaire ou moyen, et cunéiforme latéral. Ici on a le talus, avec son corps au-dessus de sa tête, et en fait c'est l'os de la cheville. Et on a ici le calcaneus. Et attention à ce piège-là, le calcaneus, c'est lui l'os du talon. Alors qu'on pourrait penser que c'est le talus, talon, mais attention. Talus, c'est sur le calcaneus, c'est l'os de la cheville. Et calcaneus, c'est l'os du talon. Et le calcaneus, il touche le sol que sur sa partie postérieure. Encore une fois, ça dépend de chacun. Vous avez déjà vu souvent les trucs de pieds égyptiens, pieds je sais pas quoi, pieds grecs et compagnie. Là, on a tous des pieds différents, des ossatures différentes. Mais souvent, on a le pied quand même un peu concave, enfin, qui est creux. Et c'est rare les gens qui ont des pieds qui touchent entièrement le sol. On a une empreinte du pied qui fait qu'il y a des endroits particuliers qui touchent le sol. Là, au niveau du calcaneus, comme c'est un os qui est court et un peu creux, il ne touche le sol que par la tuberosité postérieure qui est derrière. Okay. Et là, 5 était là. C'est le 5e métatarsien. Alors, attention, c'est bien le métatarsien. On a toujours les os de la jonction, en gros, entre le membre pelvien et l'effecteur distal. On a toujours les méta quelque chose, donc tarsien ou carpien selon son niveau de la main ou du pied. Et on a les phalanges. En fait, on numérote en fonction du pouce. Donc, quand on est en haut, la position, c'est celle-là. Le premier métacarpien, c'est celui-là, au niveau du pouce. Donc, on numérote 1, 2, 3, 4, 5. On numérote de dehors en dedans, vu qu'on démarre du pouce. Alors qu'au niveau du pied, je ne vous montre pas mes orteils, mais on démarre bien au niveau du pouce, qui est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, là, c'est l'inverse. On démarre de dedans, on va en dehors. OK? Donc, lui, c'était le premier métatarsien, pas le 5e. Est-ce que vous avez des questions de manière générale? Ouais. Juste, ça veut dire quoi, tubérosité? Tubérosité, c'est... il y a un autre mot aussi, je crois. Non, je trouve que je verrai après. Tubérosité, en gros, c'est juste un relief qui est plus proéminent. C'est pas grand-chose, juste souvent, c'est des espèces de reliefs qui sont un peu individualisés et qui font taille. En gros, voilà. Mais c'est pas un truc de dingue. D'autres questions? Voilà. Allez, on passe du coup aux membres thoraciques. Il y a 10 questions thoraciques, 10 questions pelviennes. Donc, 1 et 2, ou l'inverse, je ne sais plus, forment la ceinture scapulaire. C'est vrai, on a dit ceinture pelvienne, c'était un seul os, le coxal.
ceinture thoracique, c'est 2 os, la clavicule et l'omoplate, le scapula. 3, 4 et 5 sont les os longs du bras. 3, 4 et 5. Pourquoi? Très bien. Voilà. Donc ça, faites attention parce que c'est juste du langage courant qu'on utilise, mais le bras, c'est vraiment que l'humérus. D'accord? Vous aurez souvent un item, c'est l'humérus est l'unique os du bras. Vrai. Donc attention à ça, très bien. 5, qui est... Je crois que c'est lui. C'est l'autre? Ah, voilà, lui. Ok. 5 recouvre 4 lors de la pronation. Alors, qu'est-ce que c'est la pronation supinatoire? Pronation, c'est quand on fait ça. D'accord? Pardon, si tu ne vois pas. Hop. Pronation, c'est ce mouvement-là. Supination, ce mouvement-là. OK? Comme quand on fait des tractions en supination ou pronation. D'accord? Donc, quand vous faites ça, vous pouvez le faire en même temps que moi. Là, c'est le radius. Là, c'est l'ulna. Quand vous faites la pronation, vous voyez que le radius qui est là, c'est lui qui vient recouvrir l'ulna. D'accord? Donc, c'est 4 qui recouvrent 5. Et je vous le montre avec le néther. Je crois qu'il y a un schéma. Non, il est où? Ah mais je suis dans le mauvais. Hop. Voilà. Ah ben là. Hop, je l'ai mis. Bon, je vais arriver. Hop, voilà. Radius, ulna, pronation. Vous voyez que là, sur la partie distale, le radius vient recouvrir l'ulna par au-dessus. D'accord? Et en fait, ce recouvrement fait que les os, il y a d'autres questions après qui viendront, qui font que les os ont des concavités ou des convexités qui sont en fait complémentaires. Du coup, l'ulna, en fait, du coup, qui est de la place, est concave en avant. Elle est un peu creusée en avant pour qu'il y ait de la place pour que le radius se mette dessus. Si c'était convexe en avant, bah, ça ferait impact. D'accord? Est-ce qu'il y a des situations où l'ulna recouvre le radius? Non. Non. Ça sera toujours 4 avec le ça. Ouais. Sauf si tu es complètement monté à l'envers. Mais ça, normalement, non. Après, si. Le seul moment, c'est si tu fais des. Enfin, c'est pathologique, si tu fais une fracture ou quoi. Tu vois, si tu fais une grosse fracture, et ben, dans l'ulna, il y a une fracture ouverte et qu'elle vient sur le radius, effectivement. Mais là, dans les cours, vous voyez que le côté physiologie, c'est-à-dire la normalité des choses. Hop. Donc, ce schéma montre le membre thoracique gauche. Non, c'est droit. Et le membre thoracique est plus léger que le membre pelvien, à votre avis? C'est vrai. Ouais. En gros, bah, vous prenez un bras, vous prenez une jambe. Déjà, la jambe, c'est plus long, donc c'est potentiellement plus lourd. Et surtout, il y a un os qui fait que c'est plus lourd dans la jambe. Non? Ouais, l'os coxal. D'accord? L'os coxal est vraiment large, gros, et du coup, encore plus chez la femme. Donc, c'est vraiment ça qui fait la différence de poids entre les deux membres. Alors, la clavicule. Ah oui, je reviens un peu sur un truc. Les os longs, vous le reverrez dans le premier cours et vous le reverrez en histologie au deuxième semestre, du coup. Vous avez 5 types d'os. Vous avez les os courts, les os plats, les os longs. Les os courts, en gros, c'est des os qui sont petits. Les os plats, en gros, c'est des os qui sont plats. Et les os longs, c'est un peu plus... Enfin, ces os qui, effectivement, sont longs. Mais surtout, ce qui les différencie, c'est qu'en fait, on leur décrit une diaphyse. Peut-être que vous l'avez vu en SVT. Mais on leur décrit une diaphyse, c'est le long corps, en fait, et 2 épiphyses, et 2 extrémités. Et souvent, on parle d'une métaphyse, c'est la jonction entre la diaphyse et l'épiphyse. Voilà. Pour qu'un os soit long, il faut qu'il y ait tout ça. Mais bon, en général, c'est les os longs. Dans les os longs, il y a, même dans les os os, il y a tout ce qui est la moelle osseuse qui du coup fait les cellules de l'immunité, les cellules, les globules rouges et compagnie. Donc, la clavicule est un os bilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà, tout simplement. Une à droite, une à gauche. Oblique en haut, en dehors et en arrière. C'est là que, pareil, je vous invite à regarder les schémas, les trucs en 3D et tout pour bien voir. En fait, quand on vous parle des directions des os, on part de l'extrémité proximale. Donc, on part de là où est part la clavicule, donc c'est ici. Et en fait, on suit son trajet.
Et quand vous touchez votre clavicule, que vous appuyez bien, que vous regardez dans quel sens elle va, en effet, elle va un peu vers le haut. Elle va surtout vers le dehors. Quand je fais ça, je m'écarte de mon centre axial, donc je vais vers le dehors. Et si vous appuyez bien fort, vous sentez que votre doigt, il creuse vers l'arrière. En fait, elle va vers l'arrière, la clavicule. OK. Je ne sais pas si on ne voit pas trop sur les schémas là. Voilà, on le voit un petit peu. La clavicule, vous voyez que... On voit bien en dessous? Ouais. La clavicule part du sternum, c'est le truc qui est ici, là. Et vous voyez qu'elle va vers l'arrière, d'accord? Vers le dehors, et elle monte un peu. Pareil, sur ça, parfait. Deux courbures. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les convexes concaves. Ça, je vous assure que même si vous avez compris là, il y en a, je pense, 30%, voire plus, qui feront faux le premier jour de l'écurie, parce que ça perturbe tout le monde. Mais en gros, il y a deux courbures. La première, ici, c'est la courbure médiale. C'est la courbure latérale. La courbure médiale, elle est convexe en avant. Du coup, la courbure médiale, elle est concave en arrière. La courbure latérale, elle est concave en... Et elle est convexe en arrière. OK. Vraiment, ça, il faut que ce soit acquis. Si vous n'avez pas compris, vous me dites. Qui n'a pas compris? OK. Ça tombe tout le temps, ce truc. Il y en a plein qui font faux, je comprends. Donc, voilà. Du coup, en avant, elle peut vers le bas. Non, pas forcément. Elle n'est pas vraiment orientée vers le bas. Ça va juste vers l'avant. Ça va pas, elles ne bombe pas vers le bas. C'est vrai que c'est vers le bas. Ouais, après, c'est les schémas qui sont tous différents, mais en soi, non, ça ne bombe pas vraiment vers le bas. Et ça, pareil, vous pouvez le sentir. Si vraiment vous appuyez fort, vous le voyez. Le début de votre clavicule, il bombe vers l'avant. Et quand vous appuyez, continuez à appuyer, ça creuse vers l'avant. Normalement, après, je ne veux pas toucher votre clavicule, mais on est tous différents, mais voilà. OK. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sur la face inférieure, on retrouve la ligne trapézoïde et le tubercule coronoïde. Alors, ce qui était important, c'était ça, là. Un truc à noter, vous mettez un red flag sur ça, avant même d'avoir fait le cours. Sur la clavicule, on a deux trucs qui, je ne sais même pas à quoi ça sert, donc il n'y a plus en tout cas. Je vais pas regarder ça. On a deux reliefs. Tubercule et ligne. Alors pourquoi ligne? Je ne sais pas, ça n'enseigne pas du tout une ligne. Peut-être que c'est la représentation qui est mal faite, j'en sais rien. Mais bref, tout ça pour dire qu'en avant ici, on a la ligne trapézoïde, c'est ce machin. Et en arrière, on a le tubercule conoïde. Tubercule, du coup, proéminence, un peu ce qui bombe, bref. En fait, le piège qu'il y a là-dessus, c'est que ce machin-là s'appelle conoïde. Et qu'au niveau du membre thoracique, on a deux autres machins qui ont les mêmes noms à peu près. Qu'est-ce que c'est? Donc, clavicule, retenez, c'est conoïde. Sur la scapula, sur la scapula, ce machin-là, c'est le coracoïde. Okay, donc conoïde, clavicule, coracoïde, scapula. Et enfin, sur l'humérus, enfin sur la lune là plutôt, qui est là, ce machin-là, c'est le coronoïde. Donc, les pièges peuvent, voilà, ça peut y aller tranquille. Coronoïde, conoïde, coracoïde. Faites gaffe. Donc, c'était conoïde. Son extrémité acromiale et volumineuse, bon, ça paraît, c'est des items qui ne servent à rien, c'est nul, ça n'apporte rien dans votre vie, mais c'est la sélection, en gros. Cette extrémité-là, c'est celle qui est, bon, pour le coup, moi je suis maigre, donc on le voit, mais c'est la boule en fait qui dépasse ici du sternum, d'accord, c'est plus volumineux, on le touche plus facilement, alors que l'extrémité acromiale, qui se met avec l'acromion de la scapula, c'est un truc qui est plus aplati et plus long. Voilà. Et enfin, la clavicule s'articule avec l'humérus, non, non et non. Attention, il faut bien voir comment s'articuler les choses entre elles. La clavicule part du sternum, elle va en latéral, elle s'articule avec l'acromion de la scapula, mais c'est uniquement la scapula qui touche l'humérus. D'accord, la clavicule ne participe pas à l'articulation de l'humérus. Elle participe à la ceinture scapulaire, mais elle ne fait pas directement l'articulation de l'humérus. Oh, attendez une seconde. Désolé. C'est quoi cet os?
scapula ou omoplate. Donc, c'est une scapula, pour le coup ici, droite, qui est vue de face. Effectivement, on retrouve le processus qu'on appelle... Ouais, c'est bien, coracoïde. Et à savoir, elle s'étend de la 2e à la 8e côte. Donc, c'est quand même assez grand. Okay, ça démarre tout en haut et ça descend assez bas, la scapula. 3 est le tubercule infradénoïdal. Bon, là, pareil, c'est pour vous montrer qu'une fois que vous avez vu le schéma une fois, vous pouvez le retrouver facilement. En gros, il faut savoir ce que c'est la glène. Donc, la glène, c'est ça. La glène, c'est ce qui va toucher la tête humérale. OK. Et bien, en fait, sur ce schéma, on a 2 trucs. Ici, en 14, c'est le tubercule, donc un relief supra-glénoïdal, au-dessus de la glène, et un tubercule infra-glénoïdal, en dessous de la glène. Du coup, ces deux-là, ça, les tubercules qui sont infra- et supraglénoïdales, et ce machin-là, en 3, c'est pas le tubercule infraglénoïdal, c'est un autre truc qu'on appelle le pilier de la scapula. Ça sert à que dalle, mais ça peut l'être. Dans 11, ça, c'est un trou, du coup, c'est une incisure. C'est l'incisure suprascapulaire. Pourquoi? Parce que c'est l'incisure qui est au-dessus de la scapule. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y passe, non pas l'artère, mais le nerf suprascapulaire. Là-dedans, au niveau de l'épaule, on a tout un complexe de muscles tendons qui sont la coiffe des rotateurs qui permettent de faire tous les mouvements très complexes de l'épaule. Et du coup, on a beaucoup de nerfs qui passent autour de tout ça. Ici, nerf suprascapulaire. OK. 13, donc la glène. Ça, pareil, soit vous réfléchissez un petit peu avec vous-même, vous bougez un peu, vous comprenez, nanana, soit vous regardez sur Internet, des trucs en 3D qui bougent des images. Mais en gros, la glène, pour s'articuler avec l'humérus, avec la tête humérale, vers où elle regarde? Ben, elle regarde vers le haut, parce que l'humérus, en fait, vous voyez que l'épaule est un petit peu remontée par rapport à votre scapula. L'épaule est toujours un peu plus proéminente en haut, sauf qu'il y en a qui ont des épaules carrées comme ça. Du coup, comme elle est un peu plus haute, la tête humérale, la glène regarde un peu en haut. C'est léger, mais elle regarde un peu en haut. Elle regarde où? En avant. Parce que si la glène regardait en arrière, vous aurez un bras qui sera en arrière comme ça. Alors que votre bras, il est en avant. Et du coup, elle regarde en dehors. Oui, ça regarde. Donc, on va dire que c'est la glène, c'est la concavité qui accueille la tête fémorale. La glène regarde en dehors. Parce que votre bras, il est en dehors. D'accord? Si elle regardait en dedans, comme ça, là, votre bras, il serait plus comme ça. Et vous aurez beaucoup moins d'amplitude articulaire pour aller vers le dehors. Vous comprenez ce que je vous dis ou ça vous semble complètement... Il faut un petit peu essayer de... Voilà, soit vous apprenez par cœur ce qui se fait complètement, il n'y a aucun souci avec ça, soit vous pouvez essayer un peu voilà, de vous-même voir un petit peu, ou regarder des vidéos pour au moins être sûr d'avoir le point. Ça se retrouve, c'est pas le plus simple, c'est ces trucs de en haut, en dehors, en avant, machin, mais ça se retrouve. Et la face postérieure est divisée en un quart supérieur et un 3/4 inférieur par un relief osseux. Ça, pareil, c'est nul, mais je vous montre une fois. Là, on est sur une scapula, mais en vue postérieure. Et en fait, on a ce relief-là qui est l'épine scapulaire. Eh bien, ils ont voulu faire un truc qui ne sert à rien, qui fait chier tout le monde. C'est faire une question à blanc qui vous montre que si on divise, c'est vraiment théorique, enfin, si on divise la scapula en 4 parties, l'épine, effectivement, elle sépare une partie qui représente un quart supérieur, et toute cette partie-là, du coup, qui est plutôt 3/4 inférieur. Voilà. C'est juste, ça a été créé uniquement pour faire un QCM qui inverse le 3/4 et le 1/4, hein. Littéralement. Voilà. C'est l'épine scapulaire qui est sur la face postérieure qui divise en 1/4 supérieur et 3/4 inférieur. Alors, attendez, je regarde un peu. OK. Alors, concernant l'humérus. Alors, je vous invite, petit truc méthodo. L'anatomie, c'est un polycopier de texte et un polycopier de schéma. D'accord? Il est primordial de bosser les deux. C'est-à-dire que vous êtes lundi, vous avez cours de thoracique avec je ne sais plus quel prof. Il est hors de question que vous rentrez chez vous et que vous fassiez que les 10 pages de texte sans ouvrir les schémas. C'est vraiment un travail qui se fait en aller-retour. C'est-à-dire que vous lisez le schéma, le texte, vous regardez les schémas. Vous regardez les schémas, vous lisez le texte. C'est vraiment cet aller-retour-là qui va vous aider. Et du coup, ce que je conseille vivement, c'est justement d'annoter avec modération vos schémas pour qu'à terme, donc ça c'est un conseil vraiment que de moi, hein,
je me prononce en rien sur les autres. Mais je trouve qu'il est bien, c'est que au début de vos apprentissages et compagnie, vous révisez texte, schéma et tout, aller-retour, nanana, nanana. Et au bout d'un moment, il faut qu'à force de connaître votre texte, juste en regardant votre schéma, vous ayez déjà le texte qui revienne. C'est-à-dire que, avec très grande, enfin, je sais pas pour faire le prétentieux ou quoi, mais voilà, quand je vois, je sais pas, hop, ce schéma, juste ça, bah, toute la partie texte, je la connais parce que j'ai bien bossé mon texte en avant, bien sûr. Mais parce que le jour J, quand j'apprenais, je faisais des petites annotations du style, bon, bah, là, machin, il y a ça qui passe, hop, petit trait, là, il y a ça, ah, là, c'est écrit dans le texte important, ça fait 3/4 de nanana. Bref, il faut annoter un peu. Comme ça, à la fin, au lieu de perdre beaucoup de temps à chaque fois relire tout le texte qui est quand même long, bah, juste regardez votre schéma et vous essayez vous-même de vous reconstituer la partie texte. Compris? Ça, c'est juste un conseil que je vous dis moi, mais chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, le truc qu'il faut faire à 100%, c'est vraiment cet aller-retour. Il n'y a pas de un jour je fais que du texte, un jour je fais que du schéma. Non, non, c'est vraiment les deux en même temps, c'est hyper complémentaire. Et c'est comme ça que vous ferez les liens et que vous comprendrez. Donc, on revient sur l'humérus. Une face antéro-médiale sur laquelle s'insère le muscle deltoïdien. L'humérus, effectivement, il a... Ça, c'est la face antérieure de l'humérus. Elle est divisée en deux. Il y a le petit trait là qui passe, le bord antérieur. Il y a une face du coup qui est antéro-latérale et une face qui est antéro-médiale. Sur la face antéro-latérale, on a un V. Et ça, c'est le V deltoïdien. En fait, c'est là que s'insère le muscle deltoïde. Donc, même si je suis extrêmement rachitique, le deltoïde, c'est celui-là. OK? Ne m'en occupez pas. Mais du coup, il est en latéral. D'accord? Il ne s'insère pas ici, mon deltoïde. Il s'insère au niveau latéral. C'est la face antéro-latérale. OK. Sur la face postérieure, on retrouve le sillon du nerf radial, oblique en bas et en dedans. Pareil, toujours les mêmes pièges. Donc, il faut savoir où est-ce qu'il est. Effectivement, vue postérieure, ça là, c'est le sillon du nerf radial. Et vue postérieure, du coup là c'est le haut, là c'est le bas. Du coup c'est l'humérus droit qui va en bas et latéral, en dehors. D'accord? Le nerf radial sert à relever le poignet. Si vous voyez quelqu'un dans la rue qui s'est fric le bras, la première chose que les gens, enfin, la première chose, une des premières choses qu'on va demander, c'est est-ce que vous arrivez à bouger la main pour voir si le nerf radial est lésé ou pas. Donc ça, je reviens dessus, c'est le piège de tout à l'heure. La tête humérale, c'est le tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. Alors que la tête fémorale, c'était les 2/3 d'une sphère de 25 mm de rayon. La trochlée. La trochlée en dehors, nanana. Donc, là. Entre les schémas, vous avez des petits points comme ça. C'est des surfaces articulaires. Autrement dit, il y a des cartilages, il y a là. Hop, articulaire, articulaire. Face, latérale, médiale. Bah, du coup, la trochlée, c'est ça, la trochlée. Elle est médiale, elle est en dedans. Elle s'articule avec l'os médial de l'avant-bras qui est l'ulna. Okay. Là, il y a l'ulna. Et l'os latéral de l'avant-bras, c'est le radius. Il s'articule avec cette partie-là. Et la dernière, c'était... Ah oui. Le ligament huméral transverse maintient le muscle brachial dans le sillon intertuberculaire. Ça, c'est pour vous faire un petit point. C'est pas très bien expliqué. On vous parle de muscle biceps brachial et de muscle brachial. C'est pas la même chose. Et attention, du coup, ça peut faire l'objet de plein de pièges. Je vous ai remis une image ici. Vous avez à gauche le muscle biceps brachial. Le biceps brachial, simplement, c'est le muscle biceps, hein, c'est celui-là. Là. Donc, en fait, il parle de... Donc, souvent, les muscles, ils ont plusieurs tendons, plusieurs chefs, donc plusieurs insertions, c'est un peu compliqué. Mais... Donc, le muscle biceps, c'est plusieurs portions. Et il a un chef long, on appelle ça, qui s'insère dans la gouttière intertuberculaire entre les deux tubercules de l'humérus. Enfin, bref. Et en fait, vous voyez qu'il descend, et il s'insère ici, sur le tubercule, enfin sur la tubérosité pareil que tubercule, radial. Donc le biceps brachial s'insère au niveau du radius, alors que le muscle brachial tout court, lui, s'insère au niveau de l'ulna. Okay, c'est écrit, hein, mais ça peut porter à confusion. Donc. Faites attention à ça. Deux muscles différents. Donc ça, c'est le radius. Je regarde ce qui est intéressant parce que...
voilà, par exemple, la D, muscle biceps brachial, c'est vrai. Sur 12, donc le son PA, c'est sur 12, mais tu avais précisé où. Il y a 2 12, c'est sur celui-là que je parlais. Sur 12, ici, tuberosité du radius insère le muscle biceps brachial, ce que je viens de dire juste avant. C'est un os qui est plus court que l'ulna, effectivement. Quand on regarde. Ah. De manière générale, il est quand même plus court, parce que l'ulna est très très grande en haut. Elle le dépasse largement ici, alors que lui, il dépasse un tout petit peu en bas. D'accord. Donc ça, c'est le radius, ça, c'est l'ulna. Radius plus court que l'ulna. Je passe. Et vous savez quoi? On va tout simplement s'arrêter. Comme ça, vous êtes tranquille. Pourquoi je m'arrête? Parce que, encore une fois, vu que vous n'avez pas vu les cours et tout, je pense que c'est un peu un peu redondant pour vous, c'est un peu compliqué. Du coup, ce QCM, mine de rien, il y a 10 QCM membre thoracique, 10 QCM membre pelvien. Je trouve que c'est un bon entraînement. Je vous invite à le garder précieusement et à le refaire quand vous aurez bien refait les cours. Qu'est-ce que je dois dire? Donc, n'hésitez pas à faire des questions. Okay, sauf les maths, je ne peux pas y répondre, mais sinon, le reste, il n'y a aucun problème. Demain, on fera de l'optique. Qui a fait de l'optique au lycée? Ok, bon, ça sera pas pareil, je pense, mais on va faire de l'optique. C'est un cours qui n'est pas forcément simple, avec des QCM à la fin qu'on fera ensemble, juste après le cours. Et mercredi, on fera, c'est encore à discuter, mais on fera la stéréochimie et un autre petit cours pas très compliqué. Enfin, ce sera plutôt chill mercredi, je pense. Voilà. Et voilà, juste faites-les, ces QCM, refaites-les, d'accord? Le jetez pas à la poubelle. Faites les cours dans pas longtemps et refaites-les bien, bien, bien. Et encore une fois, vous avez payé cette pré-rentrée, vous payez cette écurie, normalement. Vous, vraiment, essayez de bosser. Et c'est tellement plus sympa quand vous avez bossé un minimum pour que ce soit un peu plus actif, quoi, pendant les cours et les QCM, tout ça, tout ça. Donc, je vous invite vraiment à faire cet effort-là, même si c'est les vacances et compagnie. Prenez un petit peu de temps, même si vous êtes épuisé, un minimum de temps pour travailler. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne pré-rentrée et de bonnes vacances aussi, mine de rien. Voilà. On se voit demain. Ciao, ciao, bonne journée. Vas-y, maintenant, Ah oui, juste par rapport à cette pré-rentrée de manière générale, je vous conseille vivement d'essayer de vous mettre en condition, que ce soit une semaine ou plus longtemps, comme vous voulez, mais au moins une semaine, vous essayez vraiment de vous mettre en condition comme si vous étiez en passe. C'est-à-dire que vous faites une semaine où vous mettez un enveloppe. Alors, chacun a ses méthodes. Moi, je n'étais pas hyper organisé, donc c'est des besoins d'organisation précis, c'est pas moi qu'il faut demander, mais vous essayez de vous mettre une petite semaine où vous vous dites, bon, ben voilà, je me réveille tous les jours à 8h30, 8h, comme vous voulez. Je travaille jusqu'à midi, je mange tranquillou et tout, et puis je reprends de 14h à 18h, enfin, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais au moins une semaine vraiment en condition. Et pendant cette semaine-là, en fait, vous essayez de vous tester et de voir comment vous fonctionnez. C'est-à-dire, est-ce que vous passez 2 heures sur un cours ou est-ce que vous passez 4 heures? Est-ce que vous passez 1 heure sur un cours mais que vous faites 3 fois dans la journée ou est-ce que vous faites 6 heures sur un cours que vous faites qu'une fois dans la journée? Vraiment, essayez de faire ça sur au moins une semaine et de faire plein de méthodes différentes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous apprenez à vous connaître avant même de commencer l'année, vous allez prendre un temps, enfin gagner un temps fou sur le début de l'année. Parce que le plus dur, c'est pas d'apprendre les cours, c'est pas de s'adapter à la fac, j'en sais rien. C'est vraiment de savoir comment fonctionner et sur quel point votre mémoire marche le plus. Okay. Moi, en deuxième année, j'avais un groupe de 8 UT. Il y avait une personne qui mettait donc sa première vision, par exemple thoracique. La première fois qu'elle voyait le cours, elle mettait 8 heures dessus. Donc pendant 8 heures, elle bossait son cours. Un seul et même cours. À l'inverse, j'avais un autre, il faisait son cours 30 minutes, mais il le voyait 6 fois dans la journée. Et tu en avais d'autres qui voyaient le cours 1h30, mais qui le revoyaient le lendemain et 3 jours plus tard. Enfin, bref. Mais vraiment, essayez plusieurs méthodes
vous avez déjà votre expérience de lycée et compagnie, bien sûr, mais essayez ça pour au moins savoir comment vous fonctionnez. Et plus vite vous trouvez votre méthode, plus vite vous trouverez déjà les tuteurs qui vous ressemblent le plus pour vous conseiller, et plus vite vous serez des gros monstres et vous exploserez cette série. OK? Voilà. Faites cet effort-là, vraiment, c'est hyper important. Ça vous plaît ça?